RCF. There's 100,000 streets in this city. You don't need to know the route. You give me a time and a place. I give you a 5-minute window. Écoutez-nous, si vous nous écoutez pas, vous allez voir. Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma pour une heure de cinéma en direct dans la joie, la bonne humeur et les poursuites. On commence donc avec La Voix suave de Ryan Gosling cette semaine puisque nous consacrons une émission d'une heure aux poursuites au cinéma avec évidemment beaucoup de spécialistes des poursuites au cinéma. Avec nous ce soir à la technique Hervé qui prend la veste en cuir de Tom Cruise toutes les semaines, un vrai donc spécialiste des cascades aériennes. Florian qui est avec nous pour les prises de vue, spécialiste de la poursuite en trottinette également en termes de l'ORS, c'est le seul, il a le monopole là-dessus. Thomas et ses 35 chevaux dans sa petite voiture. Bonsoir, oui, également. Oui, bonsoir. Alors on va ouvrir, Hervé va ouvrir le micro, il est encore un petit peu dans Tom Gun, il est un peu perdu. Moi aussi je suis spécialiste des poursuites, mais plus des poursuites fiscales. Et voilà, c'est vrai, ça arrive au meilleur, tout de suite il nous casse l'émission. Et avec nous notre invité, on est très heureux de l'avoir et on le remercie chaudement d'être venu nous voir. Il a fait 1 heure de route, donc on l'avait dit tout à l'heure en préparant l'émission, le bilan carbone de cette émission n'est pas terrible, mais un grand merci à David Julien d'être en notre présence. Et bonsoir et merci. Cascadeur. Bonsoir messieurs. Voilà, et on va parler de cascades et de poursuites au cinéma pendant toute l'émission et on est très content puisque ça fait pas mal de temps qu'on la prépare celle-là et on est très heureux de commencer cette émission directement avec des sons de cascade puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. On parle évidemment des films mythiques qui ont incarné les poursuites au cinéma, de Bullitt à Drive notamment. On parlera de la façon de créer une poursuite, des cascades en général. On avait déjà reçu un cascadeur, Grégory Lofredo, à qui on fait un coucou puisque il nous a mis notamment en contact avec notre invité de ce soir, ce qui nous permet de faire une émission qui on espère vous plaira. Et on commence directement avec 2 sons. On va voir si justement on réagira en plateau, 2 sons qui peuvent présenter ce métier passionnant et trépidant de cascadeur. Ce qui fait la différence entre les autres et nous, c'est que l'on va bien plus loin que nos propres peurs. Vous apprenez à gérer votre peur, à gérer vos émotions. C'est comme ça que vous réussirez. Notre travail, c'est de faire rêver les spectateurs. Nous, on ne doit pas rêver à leur place. Chante, tu peux chanter hein, ouais, c'est ça. Je ne suis pas le genre de mec qui aime la bagarre. Chante. Thomas il chante pas. Faut pas me chercher. Si je suis cascadeur, j'ai quand même l'amour dans le cœur. Allez, 2 sons pour commencer l'émission, pour présenter ce métier de cascadeur, puisque on va directement entrer en vif du sujet avec notre invité, donc David Julien. Chasseur de primes. Voilà, oui, chasseur de primes. Ouais. Justement, entre les deux sons. Vous résolvez des enquêtes en même temps. on résout des problèmes. Voilà, on entend 2 sons, donc un que j'ai trouvé sur justement un cours de cascade qu'on trouve justement avec les équipes de votre grand-père, Rémi Julien. On y reviendra tout au long de l'émission, mais également le son mythique évidemment de la version française de L'homme qui tombe à pic. Alors quelles sont les qualités qu'on entend à blague à part et qui peuvent résumer ce métier de cascadeur et le présenter de la meilleure des façons pour nos auditeurs? La meilleure façon pour présenter un cascadeur, oui, c'est la peur, oui, bien sûr, elle est toujours présente. C'est un métier à risque, donc oui, puis toujours l'envie de faire rêver, c'est un milieu qui fait rêver. Et c'est vrai que on avait parlé et c'est vrai qu'on revient dessus et c'est fascinant, mais c'est également un métier où la maîtrise est essentielle, c'est-à-dire qu'on maîtrise ses sentiments, mais il y a également une maîtrise de ce qu'on va mettre en avant, de la mise en scène justement d'une cascade qui est réglée vraiment et minutée d'une manière extrêmement précise. On peut déjà commencer à parler de cet aspect-là. Oui, ça fait appel à des compétences, à de la technicité pour pouvoir exécuter une action, oui, ça demande pas mal de compétences et de la technicité, oui, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est peut-être une ambiguïté qui sera un peu notre fil rouge pendant l'émission, c'est que finalement le résultat à l'écran, c'est que ça donne souvent l'illusion qu'on ne maîtrise rien ou que les personnages ne maîtrisent rien, alors que finalement c'est très 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 cadré au tournage, c'est peut-être un des éléments les plus précis, les plus minutés. Est-ce que ce paradoxe-là, il est facile à accepter finalement? On ne le voit pas toujours à l'image, on a l'impression qu'on arrive, on monte dans une voiture et on fait l'action. Et en fait, il y a un gros travail de préparation pour arriver à tourner des séquences
de voitures notamment. Ouais. Ouais, d'accord. On va en rester dedans justement, et on voulait commencer. Alors Thomas, si tu as des questions, Florian également, je pense qu'on a des tonnes de questions à poser à notre invité cette semaine, et il va falloir, on a prévu de l'eau pour pour la vie de Julienne, parce qu'à mon avis, on va l'épuiser. Est-ce qu'il faut une condition physique particulière finalement, parce que quand Grégory il nous en avait parlé, il est champion d'arts martiaux, il est bon. On savait qu'il lui nous faisait peur. Voilà, on lui a parlé gentiment. Voilà. Alors pour la voiture, on n'a pas besoin de faire de judo, mais ça demande une hygiène de vie quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, une hygiène de vie, bien sûr. Il faut être. Il faut être en forme physique, bien entendu. Ouais. Il y a un entraînement spécifique. Est-ce que vous soulevez de la fonte? Non, je soulève pas de fonte. Non, je soulève des barres de ferraille que je mets dans les voitures pour me protéger. Oui, voilà, on en avait parlé, ça aussi, de l'aspect sécurité. Ça, comme vous disiez, ça vous modifiez des voitures. Alors, on en a parlé rapidement en antenne, ça m'intéressait de savoir finalement ce qui est conservé dans une voiture d'origine quand on doit faire une cascade. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont retirées, je sais pas moi, pour que le poids soit moins ça va dépendre de l'action en fait qu'on réalise avec la voiture. Si par exemple on a des véhicules très récents, on sait qu'il y a beaucoup d'électronique embarquée, ce genre de choses. Alors il y a des avantages avantages et des inconvénients avec les voitures récentes. C'est que maintenant la sécurité à l'intérieur des voitures a beaucoup évolué. Ouais. Au niveau des réservoirs, des protections électriques et tout ça. Donc c'est plutôt un avantage. Au-delà de ça, maintenant pour faire déraper une voiture, par exemple, ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'il y a des aides à la conduite qui font que les voitures ne dérapent plus aussi facilement qu'avant. Donc il faut préparer les voitures pour pouvoir faire les actions. Et ça vous est arrivé de voir que de dire à l'équipe, au réalisateur, mais ça c'est pas possible, je peux pas le faire avec cette voiture-là. Il faut que le modèle change. Du coup, d'avoir peut-être en allant plus loin une influence sur le film qui était peut-être pas prévu comme ça au départ. Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver, ça. Ouais. Et ça pose pas de soucis de. Généralement, on reste dans le même type de véhicule, donc il y a pas de problème pour le réalisateur. Ils sont souvent ouverts. Voilà, ils nous demandent déjà avant de valider un véhicule, ils nous demandent déjà notre avis. Voilà. Avant de valider. Donc du coup, peut-être que ça peut jouer dans même l'histoire même d'un film. D'un film même. Ouais, non, c'est vraiment, je vous pose la question, est-ce que ça a eu une influence ou pas? Par exemple, un film comme Taxi, on n'aurait pas eu la 407, la 406, la fin de Peugeot. Oui, bien sûr, ça aurait modifié mais après, on s'adapte, on sait travailler sur les véhicules pour arriver à leur faire les actions qu'on nous demande de faire. Alors, on apprend déjà plein de choses, et puis justement, on voulait vous demander, pour commencer l'émission, comme on fait avec tous nos invités, quels sont vos films références que vous aimez bien ressortir quand on vous pose la question comme ça à brûle pour point, qui peuvent un peu raconter votre parcours et la façon de votre rapport au cinéma finalement. Il y a déjà la série qu'on a entendue en début, la Cold Seavers, oui, ça fait partie des séries mythiques qui donnent envie de se faire ce genre de métier, bien entendu. Il y a un film dont je me souviens aussi, c'est les Blues Brothers. La première fois que j'ai vu celui-là. Ça, c'est fantastique. La première séquence où ils se font prendre en chasse la première fois par les policiers dans la galerie marchande. Grand moment. La séquence de fin aussi, la poursuite avec un nombre incalculable de voitures de police à leur poursuite. Il y a ce genre de film. On va en parler après. Il y a le film Bullitt, bien entendu. Ouais. Il y a un film qu'a tourné mon grand-père c'était au début des années 70, Le Casse. D'Henri Verneuil avec Belmondo et Omar Sharif. Une poursuite qui dure aussi longtemps que celle de Bullitt, pratiquement, qui doit faire 7 ou 8 minutes. Oui, c'est vrai que Bullitt, c'est 11 minutes à peu près en fonction des montages, mais c'est vrai que c'est passionnant. Et c'est vrai que c'est tout de suite la poursuite qui est devenue quelque chose de viscéral, quoi. Alors évidemment, il y a un aspect générationnel et familial, on va en parler, mais c'est tout de suite devenu quelque chose de quasiment pas une forme de destin, mais c'était quelque chose qui fascinait d'office, quoi. Pas d'office, moi. Enfin voilà, au début, je voyais ça comme inaccessible. Je regardais mon grand-père, mon père avec des yeux. Je pensais que c'était des extraterrestres. Et petit à petit, en regardant les films, en les écoutant, et aussi en apprenant à conduire relativement jeune, j'ai vu que c'était quelque chose d'accessible. En fait, on n'est pas cascadeur, on devient cascadeur. Ça passe par du travail, de l'entraînement. Alors l'aspect générationnel, c'est que évidemment, on est là, on va parler surtout de votre carrière à vous, David Julienne, mais il y a le grand-père, donc Rémi Julienne, qui est devenu une légende du cinéma français, et votre propre père, donc Michel Julienne. Alors c'est la boîte justement dont on peut parler, c'est cascadeetcascadeurs.com.
C'est Mhm. justement là où vous travaillez. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect générationnel qui est fondamental et qui raconte vraiment beaucoup d'histoires du cinéma français également au travers de votre famille. Est-ce qu'il y a cet aspect générationnel qui est très présent dans l'art de faire des cascades? Et comment on peut percevoir l'évolution entre les cascades de Bébel, sur lesquelles on viendra en fin d'émission, et celles que vous pratiquez aujourd'hui? Quelle évolution on peut parcourir là en quelques mots? Enfin, on conduit toujours une voiture de la même façon. Ça a évolué, ça a pas changé radicalement. Moi, je me sers beaucoup justement de leur expérience pour, voilà, ils ont pas mal dégrossi le terrain. Ils se sont fait mal, ça m'a permis de m'économiser un peu. Ils se sont fait mal à ma place, ça m'a permis de m'économiser un peu. Et voilà, c'est une évolution, ouais, comme tu dis, c'est une évolution. Et On sert de l'expérience des aînés pour pouvoir progresser et évoluer. ouais, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui est très présent, et Thomas on a parlé justement avec l'évolution sur le changement des voitures et l'évolution technique qui raconte C'est énormément plus là de que choses. ça a changé, ouais, au niveau de, enfin, la voiture évolue d'un niveau sécuritaire. Les manières de filmer aussi ont progressé. On filme plus, déjà on utilise de moins en moins la pellicule, ça arrive encore. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui ont fait évoluer les prises de vue en termes de cascade mécanique. D'accord. Thomas. Il y avait un aspect, enfin, fantasmé, je pense, d'un côté casse-cou d'éventuellement votre grand-père. Est-ce que le fait que la sécurité est plus évoluée, encore plus, je sais pas si on prend moins de risques. C'est une image un peu fausse là. Ouais, Au justement. cinéma, en tout cas, le casse-cou. En fait, on est loin d'être des casse-cous. On passe par l'analyse. Le mot d'ordre sur un tournage, c'est la sécurité. La sécurité pour l'équipe, à l'intérieur de l'équipe, et aussi pour les gens extérieurs au tournage. On évolue beaucoup dans cet aspect sécuritaire. Donc on travaille beaucoup par méthodologie, en fait. On est très méthodique dans notre approche. On a l'impression que c'est comme on en parlait tout à l'heure, qu'on voit une scène, c'est facile, il rentre dans l'auto, il part et puis il fait sa poursuite d'un bout à l'autre. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a un gros travail de préparation en amont avant d'arriver sur le tournage. Ça peut demander combien de temps, ça, une scène qui peut être, qui peut nous apparaître nous à l'écran, qui dure peut-être 30 ou 40 On secondes. peut aller jusqu'à 2-3 mois de préparation avant d'attaquer le tournage. Préparer, Ah oui. Ah oui. Oui, pensez pas qu'il y avait On autant commence- de. On commence déjà par rencontrer le réalisateur, les producteurs. On lit un scénario qu'on analyse. Ouais. Il y a toute une période de réflexion, savoir comment le réalisateur a envie de tourner les scènes. Vous voyez le scénario avant le storyboard, c'est vraiment le scénario Ça brut. peut arriver en même temps. D'accord. Ça peut arriver en même temps. Il y a la scène peut ne pas être écrite au scénario, mais ou très succinctement. Et par contre, il y a un storyboard de présenter. Il n'y a pas vraiment de règles définies, mais la base de travail, c'est toujours le scénario. D'accord. Vient ensuite, normalement, le storyboard, suivant les indications du réalisateur. En lisant le scénario, on arrive à déterminer les décors qu'on va utiliser, le matériel qu'on va utiliser, les véhicules. Et à partir de là, on travaille, on part en repérage, valider ces décors. En parallèle de ça, on prépare les véhicules suivant les actions à tourner. On peut passer par aussi des moments de répétition, des journées de répétition pour se préparer au tournage, avant d'arriver réellement à aller tourner faire de la prise de vue sur le tournage. Il y a un aspect également, on va faire une pause dans pas longtemps, mais il y a un aspect pionnier également du métier de cascadeur, c'est-à-dire qu'on crée des choses qui n'existent pas forcément. Et alors évidemment, il y a le grand-père donc qui a créé justement, parce qu'au départ le métier de cascadeur n'existait pas, c'est venu petit à petit, c'est le cinéma qui est venu le chercher. Et il n'a pas créé, il a participé Voilà. à professionnaliser cette activité. Exactement. quelque part, Voilà, ouais. mais le cinéma est venu chercher des professionnels et effectivement après c'est devenu quelque chose qui s'est transmis. Mais est-ce que encore vous participez à créer des cascades qui n'existaient pas évidemment, mais quel type de cascade aujourd'hui peut apparaître qui change un peu de ces pratiques qu'on voit dans les films des années 70-80? Qu'est-ce qui peut Chez nous, innover quoi en fait? On a du mal à un peu innover en France parce qu'on est un peu pris par les moyens. On reviendra là-dessus. Ouais, c'est plus les Américains qui apportent de nouvelles choses. Après, nous, on se sert de ces nouvelles choses pour pousser encore le bouchon un petit peu plus loin. Je pense notamment à des véhicules, comme on sert beaucoup maintenant de véhicules pour mettre le comédien en situation, des conduites déportées, où le comédien est au volant et nous, on conduit sur le toit ou sur le côté du véhicule. D'accord. Ah oui. C'est ce genre de choses-là. Après, en termes de cascade, si je me souviens d'une cascade sur le film à fond où on a fait décoller une voiture, on a accroché une voiture à un hélicoptère qui est réellement piloté. Et à 80 à l'heure, on l'envoie à plus de 40 mètres de haut accroché à l'hélicoptère.
Oui. À fond avec José Garcia, hein, le film. On se dit pas le matin, je vais faire ça. Quoi. Faut que ce soit prêt avant, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a un petit peu de préparation sur le véhicule, sur l'hélicoptère. Il y a une phase de répétition pour valider les choses. Et après, oui, on arrive sur le tournage. Même en arrivant sur le tournage, on se lance pas brûle pour point directement dans l'action. On passe par des étapes, c'est-à-dire qu'on fait des mises en place, on place les véhicules, on répète à demi-vitesse, vitesse lente, demi-vitesse. Et une fois que tout est coordonné, tout le monde est calé, tout le monde a ses indications, là oui, on peut commencer à tourner. Est-ce qu'il y a toujours la pression qui est qu'une seule prise? Ça peut arriver qu'il y ait des fois on soit obligé de passer par des one shot, on appelle ça. Ouais. C'est-à-dire que on n'a que le matériel pour faire une prise. On n'a pas deux essais, ouais. Ah oui. Alors ça c'est peut-être plus à l'ère de la pellicule, puisque maintenant avec le cinéma numérique peut-être que il y a peut-être moins. Disons que quand vous avez une série de tonneaux à faire avec une voiture et qu'il n'y a pas le budget pour avoir deux voitures. Ou pas le temps pour refaire la prise. D'accord. Faut pas se rater. D'accord, très bien. Alors on continue à faire des tonneaux, hein. On apprend déjà des tonnes de choses pour faire des cascades à la maison. Attention, ne faites pas ça chez vous sans cascadeur ni voiture appropriée, a priori, surtout sans cascadeur, hein, a priori. Oui. Et on va faire une première pause, mais une pause évidemment dans la thématique de l'émission, la poursuite au cinéma. J'ai enregistré un entretien avec Claude Miss, qui est responsable du site starcarpassion.fr, qui organise des rassemblements de voitures de cinéma et de séries. Et on va écouter la première partie de cet entretien que j'ai eu avec lui, puisque notamment on va rebondir sur les thèmes de la poursuite au cinéma. Et on se retrouve dans 5 minutes. Miss, bonjour, on vous reçoit. Vous représentez Starcar Passion, qui est une chaîne YouTube et un site internet starcarpassion.fr, et on vous trouve également sur Facebook et sur Twitter. Je vous remercie de nous accorder cet entretien pour notre émission, et je voulais vous demander tout simplement, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et les origines de cette association-là? Alors, Starcar Passion, c'est une association de loi 1901 qui regroupe, en fait, réunit plusieurs propriétaires de voitures de stars de cinéma, de l'écran, originales ou copies. En majeure partie, c'est des copies puisque c'est compliqué de trouver des originales. Mais voilà, on regroupe un peu partout en France et en Belgique. Très bien. Et notre thème, c'est cette semaine les poursuites au cinéma. Alors, c'est pour ça que je vous avais contacté. Et je voulais vous demander justement, est-ce que vous avez des voitures parmi toutes les voitures que vous pouvez avoir qui sont emblématiques de poursuites au cinéma ou même de séries télé, par exemple? Alors évidemment, on a la 406 de Taxi, qui est certainement le film le plus connu, en tout cas le plus emblématique concernant les poursuites au cinéma en France. Donc ça, on a plusieurs répliques de Taxi. On a un ami qui vient même d'acheter aux enchères l'original. D'accord. Ah et oui, puis effectivement. sinon, voilà, oui. Ensuite, on a eu, alors par intermittence, un Mustang 68 de Bullitt. Oui. Oui. Qui est pour moi un des films mythiques des poursuites au cinéma, évidemment. Oui. Et puis on a la Starsky et Hutch, enfin des voitures de série télé où il y a régulièrement des courses poursuites. Starsky et Hutch évidemment étant une des plus connues, avec la Dodge Charger de Shérif Fais-moi peur, la Pontiac Trans Am de Cours après moi Shérif. Enfin voilà, il y en a une multitude. Hein. La Dodge Charger qu'on retrouve également dans Bullitt, puisque évidemment c'est une des poursuites les plus mythiques du cinéma. Ouais, dans Bullitt et dans Vanishing Point aussi, qui est aussi un des films mythiques avec la Dodge Challenger 70, qu'a repris Tarantino. Enfin, il rend hommage à ce film-là, Tarantino, dans Death Proof, Boulevard de la Mort, où il reprend exactement les deux mêmes voitures. Ouais, effectivement, alors les fameuses Monster Cars à l'américaine des années 60 et 70. Ouais. Alors justement, comment on peut expliquer cette fascination pour les vieilles voitures? Évidemment, vous n'avez pas que des voitures qui sont emblématiques des poursuites, mais comment on peut expliquer la fascination qu'exercent les poursuites au cinéma pour ces voitures-là et pour le spectateur et les passionnés que vous êtes? Alors je dirais que il y a effectivement deux types de passion. Il y a la passion des voitures de cinéma, et là c'est quelque chose qui remue un peu dans quelque chose de passionnel dans nos souvenirs d'enfance, d'adolescence, etc. Et puis il y a ce qu'on fait avec ces voitures, c'était beaucoup de courses-poursuites dans les films. Alors avec un danger, c'est qu'on ait l'impression que c'est facile à faire et qu'on peut reproduire la même chose sur la route. Et du coup, nous, c'est un petit peu le message qu'on fait passer à travers notre association, c'est de dire, voilà, le cinéma, c'est du cinéma. On met en scène des choses qui sont pas obligatoirement réalisables dans la réalité, et les courses-poursuites en voiture en font partie. Donc effectivement, c'est très spectaculaire. Ça dépend bien sûr des voitures et des pilotes qui les drivent, hein, mais ça dépend aussi de la mise en scène, de la manière dont c'est filmé. Il y a beaucoup d'artifices et en plus de protection dans les voitures qui font que
les risques sont minimisés au cinéma. Et donc, il y a une fascination parce qu'on a envie éventuellement de reproduire ce que font les héros des films. Et donc, nous, notre message, c'est aussi de dire non, ce qui se passe au cinéma, c'est pas reproduisible dans la réalité. Ceux qui veulent s'amuser, il y a des circuits. Enfin voilà, Ouais. on peut s'amuser avec des voitures, mais pas sur la route. Surtout que le réseau routier américain, qui est le cinéma américain, est emblématique des poursuites au cinéma et n'est pas le même que que les routes françaises. Hein. C'est les grandes Absolument. routes, effectivement, Ouais. qui ont incarné cet aspect transgressif. Alors, Voilà. je voulais vous demander, il y a peut-être également, évidemment, c'est très bien de rappeler l'aspect de prévention routière, mais il y a également un aspect peut-être transgressif dans la poursuite au cinéma, à savoir que si on prend l'emblématique Bullitt, de faire à peu près n'importe quoi ou de ne respecter aucune règle en fonction de l'action du film. On sait que de Bullitt, par exemple, la poursuite a été tournée quasiment sans autorisation. Est-ce qu'il n'y a pas également ce côté-là qui peut fasciner ? Ah ben évidemment, ça c'est le côté un peu rebelle, hors la loi, le fait liberté aussi. Hein, c'est malgré tout, Oui. c'est la voiture, elle reste un symbole de liberté. Donc évidemment, alors ça a été porté à son paroxysme avec la série Mad Max, Oui. qui pour moi est un film culte au niveau du cinéma. Le 2 et puis la reprise avec Fury Road, le dernier en date. Oui. Où effectivement on porte la transgression jusqu'au bout. Alors c'est porté dans une période post-apocalyptique, mais on est dans le summum de la transgression. Mais effectivement, on retrouve cette thématique-là dans tous les films, je dirais, de voitures, pas uniquement d'ailleurs dans des courses-poursuites. Hein, ça peut être aussi dans des manières de les utiliser autrement et de manière différente dans des films comiques. Enfin voilà, il y a toujours un côté transgressif que peut se permettre le cinéma. Vous écoutez Graffiti Cinéma, c'est une spéciale poursuite au cinéma pendant 1 heure. On est en compagnie de David Julien, donc cascadeur, et vous avez entendu donc une première partie de l'extrait enregistré avec Claude Mist, la deuxième partie tout à l'heure, mais on parle évidemment donc de cascade évidemment et de poursuite au cinéma avec cet extrait mythique. Hein. Thomas, tu as reconnu évidemment les deux voitures de ce film de 1968 de Peter Yates. Ouais, c'est une Renault Zoé. Oh la vache, Non. Il est dur avec moi. Alors on n'a rien contre les Renault Zoé, hein. Mais là c'était un C'est petit la peu plus meilleure. costaud. Alors on avait la Ford Mustang Fastback de Bullitt et la Dodge Charger pour la fameuse poursuite de Bullitt. Alors évidemment c'est incontournable, on parle de poursuite au cinéma, on peut pas éviter Bullitt, ce film incontournable qui est d'ailleurs un très très bon film policier, mais qui est devenu connu seulement par la poursuite, parce qu'évidemment à cette époque-là c'est 11 minutes de poursuite totalement hallucinante dans Los Angeles. Justement, quel rapport on a quand on est cascadeur? Évidemment on en a fait la liste tout à l'heure. Bullitt, est-ce que c'est vraiment un C'est point une de des départ? références. Ouais. Bullitt, c'est une des références. Ouais. 11 minutes pas 11 minutes de poursuite, mais Ouais, je crois qu'il y a au moins quasiment. 7 minutes ou Ouais. quelque chose comme 7 ça. minutes ouais. de pure poursuite où on Ouais. entend que les voitures. D'ailleurs, Sans dialogue en plus. voilà, il a fallu avoir une bande son hein, sur cette poursuite et puis c'est San Francisco. San Francisco, Depuis tout à l'heure, je dis Los Angeles, mais effectivement Hervé qui a une Qui veille maison, au grain. qui a une résidence secondaire à San Francisco, Une maison bleue. m'a rattrapé effectivement. C'est C'est le bien doubleur de San Tom Cruise, Francisco. t'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, doubleur de Tom Cruise et de Gru. Donc San Francisco pour Bullitt. Et le regard du spectateur, évidemment, il est fasciné. Je me l'ai surfait pour la 50e fois et quand on tombe dessus, on accroche tout de suite. Mais le regard du professionnel, du cascadeur sur cette poursuite, est-ce qu'il a un regard évidemment plus pointu que le nôtre, mais en quoi, quel petit détail on peut repérer dans cette poursuite mythique du cinéma? Ah, moi, je vais repérer des détails comme des ratés, des virages ratés J'ai la à liste. certains moments. J'ai la liste. Non, mais ça reste une référence, ouais. Puis aussi longue, sobre, crédible. Enfin, ouais, une bonne référence, ouais. Ouais. Alors pour l'histoire, Steve McQueen, il voulait, comme pour
Daler Bebel dont on parlera tout à l'heure, Belmondo, il voulait faire toutes les cascades. Et là, il n'avait pas pu toutes les faire. Il a été doublé pour certaines cascades, notamment la fameuse cascade donc à San Francisco, merci Hervé, où les voitures sautent partout, elles étaient d'ailleurs renforcées. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Elles étaient renforcées comme des chars d'assaut. Mais il a été doublé à la demande de sa femme, Steve McQueen d'ailleurs, puisqu'il s'était fait peur en voyant les rushs des premières d'habitude, cascades. c'est les assureurs qui demandent que les acteurs soient doublés. Et Steve McQueen, en apercevant qu'il avait été doublé pour certaines scènes, eh bien, il a tapé une colère pas possible et il avait demandé à Shelby, un arrangeur de voitures, d'enlever tous les insignes Ford sur la fameuse Mustang, qui a pris ce look un peu de requin qui est devenu mythique à la fois dans le film et à tel point que Ford a ressorti une série Bullitt Collector il y a quelques années pour l'anecdote. Alors dans la fameuse poursuite, vous voyez que vous pouvez comprendre que c'est Steve McQueen qui est au volant quand vous l'apercevez dans le rétroviseur en fait. Si vous ne l'apercevez pas dans le rétroviseur, c'est que c'est le cascadeur qui a remplacé Steve McQueen pour cette poursuite qui faisait un petit peu peur à tout le monde sur le tournage, puisque c'est vrai on en parlait. Alors il y a combien de virages ratés du coup? Il y en a un par la Dodge Charger à un moment au début de la poursuite. Ouais. D'accord, ouais, c'est pas mal. Bon, après il y a Steve McQueen qui fait une marche arrière un petit peu cavalière au milieu du quartier, mais bon. Et, sur le tournage, ils atteignent, alors ce que j'ai trouvé en fonction de mes recherches, jusqu'à des points de vitesse jusqu'à 180 km/h en milieu urbain, et puis après vers la sortie de la ville. Cette poursuite-là est devenue effectivement mythique à plusieurs titres. Déjà la longueur, effectivement, et puis la surprise, effectivement, c'était pas si pratiqué que ça avant ces poursuites-là, et puis ça correspond à l'âge d'or des monster cars à l'américaine. Alors est-ce que cascadeur, c'est également être passionné de très belles voitures, mais est-ce que c'est les voitures également qui amènent à ce métier-là? Est-ce que c'est aussi une porte d'entrée? Forcément. Moi, je sais que j'ai une passion pour le pilotage. Au-delà, il y a les images et le pilotage, qui font que on devient cascadeur. Et ce qui est génial, c'est de se retrouver à jouer aux gendarmes et aux voleurs en vrai, après l'avoir fait toute son enfance dans sa chambre avec ses petites voitures, de pouvoir continuer et puis de passer avec des plus gros jouets. Thomas, non? Oui, oui. Et est-ce qu'il y a un souvenir vraiment particulier avec une voiture particulière où on se dit en ce moment, oui, ça c'était très fort. J'étais vraiment heureux de conduire ce type de véhicule ou cette voiture-là spécialement. Oui, quand on touche à des supercars, des voitures qu'on pourrait pas s'offrir mais généralement c'est pas celle qu'on passe. Est-ce qu'il y a des bonnes surprises également? On en parlait en off en écoutant un son. Est-ce qu'il y a des bonnes surprises également avec des cascades des voitures de Monsieur Tout le Monde? Justement, des voitures qui sont pas forcément, alors qui sont évidemment arrangées pour les besoins du tournage, on imagine. Mais est-ce qu'il y a des bonnes surprises avec ces voitures qu'on n'attendrait pas forcément à l'image de la Ford Mustang? Est-ce que ça peut arriver ça sur des tournages peut-être avec moins de moyens ou des tournages de séries françaises? Pourquoi pas, sans forcément faire de clichés. C'est plus agréable d'arriver à faire une figure avec un véhicule qui est pas censé être capable, pas un véhicule sport qui est pas sportif à la base, donc qui est pas censé pouvoir faire ce genre de figure. Je pense à des grands dérapages ou des choses comme ça, qu'avec une voiture qui est censée capable de le faire. Ouais. Ouais. Il y a également une performance. Bien sûr, il y a un côté performance. Ouais. Et c'est vrai que il y a des modèles comme ça qui peuvent être surprenants ou qu'on peut vous surprendre dans votre carrière. Des voitures, on dit. Je suis pas sponsorisé, je vais pas citer de marque. Attention, non, mais. Thomas a dit Renault Zoé tout à l'heure. Hein. Oui. On commence à se mettre à la voiture électrique. Ouais. On commence à découvrir la voiture électrique parce que c'est l'avenir. Mmh. C'est étonnant. En quoi ça change les repères du pilotage? En pilotage, on sert également du bruit. D'accord. Pour gérer notre vitesse, quand on n'a pas toujours l'œil sur le compteur, on sert de l'oreille pour gérer. Et donc c'est très déstabilisant quand on a affaire à un véhicule électrique au départ. Ouais. Par exemple. On entend des sons. Alors ça me rappelle ce que disaient les pilotes du Mans. Je dis ça, je vais développer un petit peu parce qu'on sert beaucoup. On sert de quand on fait une prise. Quand on fait nos trajectoires pour une prise, on sert de la vitesse, ce qui permet de synchroniser plusieurs véhicules en même temps. Donc on a vraiment des repères à tenir, des vitesses à tenir entre nous quand il y a plusieurs véhicules. Ouais. Et voilà, et c'est pour ça que aussi je parle de ça, du son dans les voitures. On sert aussi pas que du compteur, mais aussi du régime moteur pour tenir ces vitesses. Et quand on utilise une voiture électrique, c'est pas forcément évident. Ouais, ça doit être très déstabilisant. Il faut revoir notre façon de gérer les choses. Ouais. Il y a effectivement un son qui est produit, un faux son, histoire pour qu'à l'extérieur aussi, on entende que les piétons soient au courant que le véhicule roule, quoi.
Et ça me rappelle un peu ce que disaient les pilotes du Mans quand ils étaient passés au moteur hybride. Ils disaient qu'ils entendaient des sons qu'ils n'entendaient pas avant, les pilotes, notamment les le moteur électrique fait un bruit, hein. Ouais. Il y a un sifflement, on entend plus le roulement des pneus aussi. Ouais, c'est particulier. Et que c'est effectivement assez troublant. Alors on dira, mais c'est vrai que c'est déjà très intéressant de parler de l'avenir. Niveau autonomie, je reviens. Parce que ça me brûle les lèvres, mais niveau autonomie, on peut faire une demi-cascade ou une cascade complète? Parce que a priori, ça doit. Il n'y a pas longtemps, pour les besoins d'un film, on s'est servi de Renault Twizy, petite voiture qu'on voit en ville, et on changeait les batteries. En fait, on avait des batteries de rechange et on a trouvé le moyen sur le tournage, on a adapté de pouvoir switcher la batterie pour pouvoir avoir plus d'autonomie. D'accord. Tout simplement. Et on se balade, à peine entre deux prises, on recharge la voiture pour être sûr qu'elle fasse la journée de tournage. Oui, bien sûr. Alors, vous écoutez Graffiti Cinéma, on parle de poursuite au cinéma, et puis tout de suite un petit extrait, on va écouter 30 secondes d'une autre poursuite mythique du cinéma. Cette fois-ci, on part à New York. Hervé, tu pourras vérifier si je me suis pas trompé de ville. On part à New York en 71, c'est French Connection. Alors on va la laisser en fond, cette poursuite elle est très longue, puisque William Friedkin, qui était un très très grand réalisateur, d'ailleurs paix à son âme, et en 71, il avait la tendance, alors il l'a dit lui-même, sur certains aspects, il avait une tendance au début de sa carrière à être un peu mégalo, et en 71 il veut faire une meilleure poursuite que Bullitt. Et Bullitt, c'est vrai qu'elle a tellement surpris tout le monde, et qu'elle est devenue mythique dès la sortie du film, qu'en 71, l'objectif c'était d'avoir une poursuite dans French Connection, qui au moins soit au niveau de Bullitt, voire lui passe devant. Alors la question que je voulais vous poser, c'est que cette très très longue poursuite entre un métro aérien et une voiture, avec notamment Gene Hackman qui se trimballe dans le trafic new-yorkais, on entend les klaxons, l'ambiance de la ville. Cette poursuite-là est devenue également mythique. Mais la question que je voulais vous poser par rapport aux volontés de William Friedkin, qu'il a fait également dans un autre film, est-ce qu'une poursuite, on peut sentir, quand on regarde un scénario, ou quand on justement va à la chorégraphie ou y participer, qu'elle prend le pas sur le film, qu'elle prend trop de place par rapport à un récit ou à un script? Est-ce que cet aspect-là peut se ressentir? Ça change rien au travail, mais est-ce qu'on peut percevoir ça? Les poursuites ou les moments de voiture au cinéma, ça fait partie des ingrédients, au même titre qu'un gunfight, qu'une bagarre, que le baiser. Ça fait partie des ingrédients à mettre dans un film. Donc, elle sert pas toujours le scénario. Oui, c'est vrai, on pourrait s'en passer, on raconterait la même chose, oui, mais. Parce que c'est aussi ça qui fait le sel de la poursuite, finalement. Bien sûr. J'allais y venir. C'est que comme justement... C'est le moment de détente dans le film. Ouais. Voilà, on souffle un peu pendant la poursuite, c'est d'autres sensations. Oui. Elle est pas, pour répondre à la question, non, c'est pas toujours justifié, ça sert pas toujours l'histoire, mais c'est un ingrédient. C'est un ingrédient. Alors en tant que spectateur, il y a évidemment cet aspect de fascination qui est totalement incontournable, et on retombe un peu en enfance quand on voit des poursuites à tout âge. Quand vous justement vous êtes cascadeur et vous devez régler des cascades, est-ce que ça vous arrive en termes de spécialistes de gérer la durée, le nombre de plans, d'une cascade en l'occurrence, pour éventuellement avoir un impact indirect sur le scénario? Alors, on s'appuie déjà sur le scénario et la vision du réalisateur. Après, c'est un travail de collaboration, c'est un échange. La poursuite n'est pas toujours écrite à la ligne près dans le scénario. Donc on échange, on apporte des idées, et voilà, c'est un ping-pong entre le réalisateur et puis le département, les départements concernés, parce qu'il n'y a pas que le département cascade, il y a aussi peut y avoir des effets spéciaux, des effets pyrotechniques lors de la poursuite. On va percuter des éléments de décor, donc on fait appel au département de décoration. C'est un travail de collaboration entre divers départements, et c'est un échange. On échange, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord des réunions pendant la préparation pour arriver au tournage. Alors pour terminer avec ces deux poursuites des années 60-70, elles ont la réputation, alors évidemment ça a été un peu enjolivé par le passé, voire éventuellement ça a servi à la promotion du film, mais elles ont la réputation, en partie en tout cas pour Bullitt et French Connection, d'avoir été tournées sans autorisation. Alors est-ce que déjà ça vous paraît crédible, et deux, en quoi évidemment ça correspond plus à l'exercice du métier aujourd'hui? Ou si ça correspond encore pour le coup. Il va falloir balancer des noms maintenant. On va avoir des Dodge Chargers débarqués à Orléans. Non, comme je vous disais, on travaille d'abord la sécurité. De nos jours, c'est inconcevable de tourner sans autorisation.
c'est très, enfin pour ce genre de poursuite, Voilà, dans des grandes villes. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà. Mais du coup, est-ce que ça paraît crédible Pour rétrospectivement pour l'époque, peut-être, je sais pas, j'y étais pas, donc. Ouais. Mais pourquoi pas? Peut-être pas toute la poursuite, mais certains moments, oui, peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les autorisations. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que pour Bullitt, quand on la regarde et on vous invite à le faire, on a posté d'ailleurs ces 2 poursuites sur la page Facebook de l'émission, Graffiti Cinéma. C'est vrai que pour certains plans, il n'y a pas de doute possible, il y a évidemment une autorisation, parce qu'il y a des plans qui sont quand même très travaillés, notamment dans la poursuite de Bullitt, mais c'est vrai que sur certains points, notamment des plans larges, on peut se dire qu'effectivement, ils ne se sont pas embêtés à demander l'autorisation pour tous les quartiers de San Francisco. Merci d'ailleurs Hervé tout à l'heure pour le petit point géographique. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue notre émission, parce que on apprend des tonnes de choses évidemment. On va continuer de parler d'autres films mythiques, Point Limite Zéro notamment, mais justement les questions qu'on a abordées sur l'avenir des poursuites, sur la fascination des poursuites, j'en parlais notamment avec Claude Miss dans la deuxième partie de notre entretien. Donc on va se retrouver dans 5 minutes pour la dernière partie de notre émission. On parlera notamment de Lucie, de Mission Impossible Fallout, de Scarlett Johansson. Vous allez voir, il y a quelque chose d'assez sympa. Je voulais vous demander, puisqu'on approche de la fin, est-ce qu'il y a des voitures célèbres du cinéma, des poursuites et des séries télé qui restent introuvables ou qui sont compliquées à dénicher? Je pense par exemple, alors ça a été le cas peut-être pendant longtemps de la DeLorean, qui n'était pas forcément une voiture des légendes, mais qui est rentrée dans les légendes par le cinéma. Est-ce qu'il y a encore des voitures comme ça qui vous résistent, entre guillemets? Alors la DeLorean ne nous résiste pas, puisqu'on en a plusieurs, en fait, originales et répliques du film. Alors effectivement, il y a une scène de poursuite assez célèbre dans le premier avec le van Volkswagen, mais bon, c'est pas un film réputé pour ses courses poursuites, mais effectivement, il y a quelques voitures qui sont assez introuvables. Alors, je pense notamment au Peterbilt de Duel, qui est aussi un des films. Enfin, c'est une course poursuite non-stop pendant tout le film. Alors, effectivement, des voitures comme ça, on les trouve pas très facilement. On a du mal, pourtant on sait qu'elle existe avec la Dodge Monaco 74 des Blues Brothers. Oui, en effet. Voilà, il y a la Mustang 71 de Gone in 60 secondes. Oui. Et puis voilà, il y a quelques voitures comme ça qui courent pas les rues en France. Donc sur notre rassemblement, on a un rassemblement annuel de voitures de cinéma. Il y a des modèles comme ça qui sont pas faciles à trouver. La DeLorean, il y en a je pense une 60aine en France. D'accord. Et puis 4-5 qui sont répliqués ou en cours de réplique. D'accord. Alors je voulais vous demander également, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des voitures de cinéma et de série, puisque évidemment on parle de nous, notre aspect au niveau des sociétés qui a totalement changé depuis 50 ans. On est beaucoup plus dans cet aspect, et ce qui est normal, de prévention routière. On parle quand même dans les années 60 de période où il y avait plus de 20 000 morts par an sur les routes. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la voiture au cinéma? Vers quoi on risque d'aller, selon vous, en fonction de ce que vous pouvez percevoir? Alors écoutez, c'est très compliqué à dire, parce que partagé entre le fait d'effectivement penser qu'il faut que l'humanité fasse quelque chose pour se sauver elle-même, donc évidemment opter pour des attitudes, des comportements, des lois qui fassent que il y aura moins de voitures polluantes, quoi. Quand on y réfléchit bien, c'est pas les voitures et les anciennes voitures qui polluent le plus, hein, on a d'autres choses. Donc il y a cet aspect-là qui va jouer, effectivement, avec on pourrait aussi discuter sur l'avènement de la voiture électrique. Est-elle vraiment non polluante? Ça, c'est un autre débat. Oui. mais voilà. Alors, que vont devenir les films avec des voitures de cinéma? J'aurais tendance à dire que les voitures actuellement, elles ont un problème, à part quelques voitures de luxe, quelques voitures de prestige qui sortent un petit peu du lot au niveau visuel. On a tendance à un petit peu tout niveler au niveau du visuel, pour des raisons d'économie, pour des raisons de sécurité, je sais pas, enfin voilà. Il y a sûrement de multiples raisons. Ce qui fait que pour le cinéma, qui est quand même un art visuel, c'est compliqué d'utiliser des voitures, si ce n'est celles qui sont vraiment emblématiques, Ferrari, etc. Après, effectivement, j'ai du mal à voir aussi le cinéma se passer de la voiture, parce que c'est une longue histoire d'amour. Ça remonte à Méliès. Méliès a tourné un film sur le rallye de Monte-Carlo, et à l'époque, qui s'appelait pas comme ça d'ailleurs, mais avec la première voiture du cinéma, c'est Méliès, quoi. Et donc après, on peut jalonner toute l'histoire du cinéma avec les voitures, et du coup, voilà, j'imagine qu'on va pouvoir peut-être créer des voitures, ce qui se passe déjà par ordinateur. Et donc du coup,
l'histoire du cinéma, je ne pense pas qu'elle va s'arrêter. En tout cas, l'histoire avec la voiture va s'arrêter quand on n'aura plus que des voitures électriques ou des voitures qui se ressemblent toutes dans les rues. Très bien, bah écoutez, en tout cas, ça restera passionnant. Je voulais juste vous demander en conclusion pour la petite blagouine, puisque évidemment vous avez des véhicules de série télé, est-ce que vous avez le fameux tube de Louis la Brocante, qui est peut-être un peu moins rapide? Eh ben non, on a des tubes, mais il y a des choses comme ça. Pourtant, on a énormément de voitures américaines parce que Oui. c'est le cinéma qui a mis en scène le plus les voitures. Mais en tout cas, on a quelques références en France de voitures un peu emblématiques. Celle-là en fait partie, et on ne l'a pas. D'accord. Eh ben, Voilà. on lancera une annonce pendant l'émission, on vous tiendra au courant. Absolument, vous pouvez annoncer que toutes les voitures qui sont enfin, en tout cas fidèles à un film ou à une série télé peuvent nous rejoindre à Cluny les 20 et 21 juillet 2019 Oui. pour la rencontre européenne des voitures stars. Voilà, du cinéma. oui, c'est bien de citer cet événement-là, on le rappellera. Hein, donc, c'est au mois de juillet, le 20 et 21 juillet, donc Cluny. Et effectivement, c'est la rencontre européenne des voitures de cinéma et de séries télé. Voilà, Voilà. et que les gens prennent contact avec nous s'ils ont des voitures à nous présenter. Alors justement, votre site c'est starcarpassion.fr. On peut aussi également passer par la page Facebook et sûr. vous avez également un compte Twitter, hein, donc pour tous ceux qui nous suivent et qui étaient intéressés par votre intervention. Voilà. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils le font exprès. Bah, en tout cas, un grand merci de nous avoir accordé cet entretien et écoutez, Merci à vous. au plaisir, hein, puisque je pense que ce sont des thématiques sur lesquelles on pourra éventuellement revenir dans le cadre de notre émission. Eh ben, merci beaucoup. Un grand merci donc à Claude Miss qui nous a accordé cet entretien que j'ai diffusé en 2 parties dans le cadre de l'émission. On est de retour dans les studios pour Graffiti Cinéma. On parle de Poursuite au cinéma avec David Julien qui a coordonné, qui a fait énormément de cascades dans beaucoup de films. On regardait la liste. Alors sur l'IMDb, alors je dis toujours nous, si on veut réussir notre vie, on va être sur l'IMDb. Si vous nous écoutez, l'IMDb c'est ce qu'on appelle l'International Movie Database. Et comment Avec l'accent de San C'est Francisco. un genre de CV. Voilà, c'est Ouais. un genre de CV international où en gros, dès que vous avez fait une apparition dans un film, vous êtes directement sur ce site et c'est la bible en gros hein, de tous les acteurs et tous les cascadeurs, il y a également de tous les professionnels du cinéma international. On n'y est pas encore, mais David Julien y est. Et justement, on voulait, pour finir cette émission, il nous reste une bonne vingtaine de minutes, donc on a encore plein de choses à se dire. Quels sont justement les véhicules un peu étranges avec lesquels, alors on a parlé des voitures de Monsieur Tout le Monde, mais là apparemment il y a des histoires de balayeuses, notamment sur Épouse-moi mon pote. Voilà, ouais. sur Épouse-moi mon pote. Il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. Dans le script, il y a une scène où, à un moment donné, il y a Philippe Lachaud et Tarek Boudali qui sont sur le trottoir. Ils ont un chien en laisse. Le chien va sur la route et se fait avaler par une balayeuse. Comme le chien est en laisse, ça traîne. C'est Tarek. Non, c'est Philippe Lachaud qui est tracté au sol par une balayeuse. Donc on s'est retrouvé à faire des cascades avec des balayeuses. Ouais. Ah, donc c'est plutôt marrant. Ouais. C'est ce qu'on voit au scénario. On se dit ça peut être fun. On n'y pensait pas. Et c'est là c'est l'imagination des scénaristes qui déborde un peu la vôtre. Avec Philippe, tout est bien écrit. Ouais. On est dans le comique. Là, c'est bordé dès le scénario. Et ouais, à chaque fois, c'est des grands moments. Et puis il y a des histoires vraiment de fidélité, puisque là je vois que il y a eu donc Babysitting 1, 2 jusqu'à Nicky Larson. Alors, on va pas dévoiler les cascades que tu as pu coordonner sur Nicky Larson, puisque c'est vrai que c'est une partie plutôt de la fin du film. Mais justement, c'est des histoires vraiment où en gros on travaille avec des potes petit à petit, et puis dans un cadre professionnel, on continue à faire tout leur film en gros. Ouais. Enfin, il y a de la fidélité. ouais. Ouais. C'est plus facile, on se connaît déjà, et puis voilà, on va plus vite sur les projets dès qu'on redémarre un nouveau projet. Ça permet de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On se tourne pas autour, on sait de quoi on parle. On est de la même génération en plus, donc ouais, c'est très agréable. Alors pour Babysitting, par exemple, puisqu'on est dans cet univers de poursuite peut-être plus comique ici, il y a cette fameuse poursuite en carte, j'imagine, qui a dû être pas mal. Alors au départ, on nous a pas appelé pour ça, on nous a appelé pour la séquence où ils partent chercher Rémi à la fête foraine. D'accord. Il y avait une scène dans une voiture, et comme la caméra fait partie prenante du film, ils sont déjà 5 dans la voiture. Ouais. Impossible de doubler les comédiens, donc la question c'était comment on fait pour filmer le cascadeur, on va le mettre sur le toit. Je vous parlais des conduits déportés. On a décidé de mettre le cascadeur sur le toit, il conduisait pendant qu'il faisait la comédie à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Ouais. Un grand moment, on a bien rigolé. Ouais. Ah ouais, effectivement, on a des images là, ça doit quand même être assez trépignant. Je voulais également parler, on a des tonnes de choses à dire. Encore une fois, on pourrait faire 5 heures d'émission. On va essayer d'être le plus précis possible. De parler également de cet aspect des poursuites qui est essentiel. On a commencé l'émission avec un extrait de Drive.
Et là, on parle de poursuites peut-être un peu plus loufoques, en tout cas de l'imagination de Philippe Lachaud, qui est vraiment dans un ton d'action, de film d'action comique. Mais est-ce que la poursuite clinique, à l'image de Drive, qui est une poursuite très 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 crédible, au sens où on sort pas du tout de la voiture, il n'y a pas de dérapage comme on peut voir dans les films des années 70-80, est-ce que cet aspect-là du métier ou du cinéma est également intéressant pour un cascadeur ? Bien entendu, c'est que, comme tu le dis, c'est un aspect du métier. Donc ce qui est bien, c'est de pas toujours faire la même chose, de pas toujours faire des cascades crédibles, d'avoir des cascades un peu loufoques. Ça dépend du contexte dans lequel, du scénario toujours. Qu'est-ce qu'on a à raconter ? Est-ce qu'on peut s'autoriser quelques facéties, ne pas être crédible et de sortir un peu de l'ordinaire, ou justement est-ce qu'il faut coller est-ce qu'il faut être crédible ? Voilà. Ouais, Tout simplement, c'est des aspects différents. On fait pas toujours le même genre de poursuite, on s'ennuierait sinon. Oui. Ou voir toujours le même genre de poursuite. Effectivement. C'est un Drive, pour rappeler, c'était le héros Ryan Gosling joue un cascadeur justement la nuit pour le cinéma, et puis le jour il participe un peu à des braquages, quoi. Tout simplement. Il pilote. Il pilote. Ouais. Il prend pas d'armes, attention, c'est ce qu'il dit dans la scène d'ouverture. Et ce qui avait été une nouvelle figure du cinéma, en tout cas du cascadeur au cinéma. Thomas, éventuellement, si tu as quelques questions pour notre invité. Là, on a parlé du processus de fabrication, mais une fois que le film est fini, quand vous allez au ciné, est-ce qu'il y a comment on voit les films finalement après ? Autant ceux auxquels on a participé, où là et ceux vraiment où on y va pour se divertir, quoi. Généralement, quand on fait un film, on a une projection équipe. On appelle ça une projection équipe. C'est très difficile de rentrer, de se faire prendre par le film. On voit toujours l'aspect technique des choses. D'accord. C'est pour les films qu'on a tournés en tout cas. Après, pour les films sur lesquels on n'a pas tourné, si le film est bon, on arrive à se faire prendre par le scénario, par l'histoire, et là, on arrive à déconnecter. C'est à la 2e ou la 3e lecture qu'on va vraiment rentrer dans la technicité des choses. Si le film est mauvais, on va voir tous les côtés techniques. Ouais. Mais il n'y a pas en se disant là ils ont fait comme ça, ou peut-être qu'on aurait que moi bien j'aurais sûr. fait autrement. Toujours, bien sûr. On a quand même un esprit critique. Ouais, on dit tiens, comment ils ont fait ça, c'est génial. On arrive toujours à être étonné du travail des autres, pour le coup. Ouais, est-ce qu'il y a encore des innovations est-ce qu'il y a encore qui vont scotcher Bien sûr, ouais. À la fois spectateur et certains plans, certains plans, ouais. Et juste avant de passer à un extrait de Lucie, justement, puisque vous avez participé au tournage, est-ce qu'aujourd'hui le cinéma numérique change cet aspect de la cascade ? Est-ce que la numérisation de beaucoup d'effets va petit à petit, pas menace pas, c'est un grand mot, mais change en tout cas la façon de travailler ? À quel point ça modifie votre façon de faire ? Alors au départ, on disait il y a les effets numériques qui arrivent. Bientôt, on va se passer du cascadeur. Ils vont remplacer. Moi, je dis non. Ils nous aident justement à progresser. Une cascade qu'on peut par exemple pas faire dans un certain décor, on va le faire sur un parking. Et puis les effets visuels vont nous aider, vont recréer le décor autour de la cascade. C'est génial. Ouais. Ça permet d'aller plus loin sur certains aspects. Ça permet par exemple de plus sécuriser les choses, donc d'aller plus loin par exemple avec les comédiens. On peut passer par des câblages, on peut passer par tas de choses qui peuvent être effacées en post-prod. Donc non, c'est plutôt une aide. Ça devient du travail de collaboration encore plus. On va plus loin. Dans les choses. Ça tire tout le monde vers le haut, voilà. Finalement. Ah, très bien. Écoutez, on va écouter un petit extrait de Lucie, puisque j'avais lâché Scarlett Johansson tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi on va en parler. C'est moi qui doublais Scarlett Johansson dans Lucie. Voilà ce que tu voulais me faire dire. C'est ça. C'est gagné. Voilà un petit extrait de la poursuite et puis on se retrouve juste après. Ce que vous avez fait là, ça m'a fait peur. Coucher tout le monde comme ça, j'ai des raisons de m'inquiéter. Non. Tant mieux. Vous permettez ? Allez-y. C'est quoi ? Du coréen. Je vais conduire. Non, c'est une voiture de police. Non, ça va pas être possible, ma petite dame. C'est une voiture de police, d'accord ? Ok.
Vous conduisez toujours comme ça? C'est la première fois que je conduis. Génial. Hey, on est à contresens. On est en retard. Voilà, un extrait sponsorisé par la prévention routière, un extrait de Lucie, donc de Luc Besson. Je tiens à préciser que c'est Scarlett Johansson qui était ma doubleur comédie sur ce film. Voilà. Ouais, voilà. Alors évidemment, voilà, on a une Ça personne de doubleur Scarlett cascade. Johansson. On l'a appris aujourd'hui. On a une personne. Alors évidemment, je travaille sur Lucie, donc en tant que doublure donc de Scarlett Johansson, on en rigolait tout à l'heure, mais sur une production EuropaCorp qui est devenu un vrai film international. À quoi ça peut ressembler le travail de doublure d'une actrice comme celle-ci sur un tournage, sur une poursuite? Alors il y a un grand moment dans cette poursuite, c'est qu'on prend l'avenue Rivoli à Paris en contresens. D'accord. C'est une rue habituellement en sens unique. Je dois être le seul. Peut-être pas. J'ai jamais essayé. Il l'avait pas arrêté par les flics, quoi. Ouais. Il l'a pris plusieurs fois sur 2 jours. On était sur Rivoli, qu'il l'a pris à contresens. Il y avait 40 voitures qui arrivaient en face. D'accord. Et là, ouais, on a eu. C'est un grand moment. C'est un très grand moment. Un bon souvenir. C'est une scène qu'on a dû répéter parce qu'il fallait être très efficace. On avait l'autorisation pour tourner très tôt le matin, mais jusqu'à quelque chose comme midi. D'accord. Donc il fallait être efficace. Donc c'est une scène qu'on a répété 2-3 jours pour 2 jours de tournage, quelque chose comme ça. Ouais. C'est très intéressant puisque là on parle évidemment d'une production alors qui est française, mais bon française et qui est devenue internationale à l'échelle internationale. Mais ça raconte également le fait que le cinéma français, sans faire de clichés sur le film d'action, finalement il a perdu cet art des poursuites depuis l'âge de votre grand-père, donc Rémi Julienne et les films de Belmondo. Comment on peut expliquer le fait que petit à petit ces cascades elles disparaissent en gros des films policiers, des films d'action français et qu'elles sont de moins en moins présentes et pour être récupérées par le cinéma américain anglo-saxon en tout cas. Quel regard on peut avoir là-dessus? Moi je dirais que c'est relativement compliqué, ça demande beaucoup de budget, beaucoup de ressources pour pouvoir tourner des scènes de poursuite de cette envergure. Et voilà, parce qu'on bloque des quartiers entiers, donc il faut du monde pour assurer la sécurité déjà, dans un premier temps. Ça demande des véhicules, beaucoup de personnel qualifié. Ça demande du temps aussi de préparation. Donc ce qui fait que ça mène, c'est quand même lourd en budget. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt de la part des productions pour pouvoir s'engager dans ce type de séquence. Ce que vous voyez, c'est seulement budgétaire. Est-ce qu'il n'y a pas également peut-être un manque d'ambition ou peut-être une volonté de trancher avec ce cinéma des années 80, d'Henri Verneuil et de tenter d'autres approches peut-être? Ouais, c'est surtout qu'en plus en ce moment on est beaucoup dans la comédie. Oui. Dans la comédie. Alors j'arrive à faire beaucoup de comédies d'action avec Philippe Lachaud, comme on en parlait précédemment, où il y a toujours ces moments de cascade. Mais d'ailleurs, la cascade de Nicky Larson, elle est impressionnante. Ça manque un peu de ces films ces films d'action français, les films de Bébel par exemple. Ouais, c'est vrai on se rappelle des films de Bébel quand on dit ça. Voilà, et notamment, alors, il y avait eu Le Guignolo, des tonnes, de l'As des As, Peur sur la ville, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Et ce qui a fait une des traits, en tout cas, une grande réputation pour Belmondo qui refusait de se faire doubler. Hein. Il y a notamment un entretien avec votre grand-père, il dit il en faisait plus que ce qu'on nous demandait, il en faisait déjà beaucoup. On continue notre émission, il nous reste une petite dizaine de minutes avec David Julien pour parler de poursuite au cinéma. Et on voulait également vous parler de l'aspect de la coordination des cascades. Il y a le cascadeur, mais il y a également le coordinateur. Et vous avez le régleur de cascade. Voilà, vous avez pu faire les deux. En quoi les deux fonctions sont totalement, complémentaires plutôt que différentes? Quels sont vraiment les différents regards qu'on peut avoir sur ces fonctions sur un tournage? Le cascadeur va être un exécutant, il va exécuter l'action. Le régleur de cascade coordonne carrément un département. C'est lui qui est à l'origine, il analyse l'action, définit la mise en œuvre des diverses séquences à tourner. C'est lui qui forme l'équipe, qui choisit le personnel suivant les qualifications, les besoins des scènes à tourner, tout simplement. Et voilà, c'est le chef d'équipe. Alors, on a un dernier extrait en fait pour aborder le dernier point de notre émission, ce qui est lié à l'aspect de régleur des cascades, puisqu'on va se demander en fait que la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la poursuite finalement n'est pas un film en soi, notamment avec un extrait de la bande-annonce de Point Limite Zéro de Richard Sarafian, qui est un autre film mythique mais peut-être moins connu que Bullitt, puisqu'il était moins distribué en France.
his own wheels. The vicious traffic squad cars are after our nose. Point limite 0 de Richard Sarafian est ressorti en version Blu-ray. C'est un film de 71 avec une Dodge Charger. J'imagine que vous avez reconnu la même Dodge que dans Bullitt, celle que Bullitt poursuit évidemment. Je n'ai pas besoin de vous le préciser. On le reconnaît au son. Le son, ouais, Thomas avait évidemment reconnu le son de la voiture. Alors la question qui nous occupe pour la dernière partie de notre émission, en tout cas une des questions, est-ce que quel rapport on a avec le cinéaste, le réalisateur, quand finalement la poursuite, qui est un spectacle en soi, on a un peu parlé tout à l'heure, peut potentiellement prendre le pas sur son film. Comment se passent les rapports avec le réalisateur? Est-ce que le rapport il est sur un pied d'égalité? Est-ce que vous avez parfois ressenti peut-être même de la méfiance, de la part d'un cinéaste qui va se dire sa poursuite peut prendre le pas sur mon film? Enfin, c'est peut-être une question un peu tordue, mais est-ce que ça peut exister ce type de rapport finalement? Moi, je connais pas ce genre de rapport. J'ai fait un film, on parlait du film à fond tout à l'heure, où justement la voiture et le centre fait partie. Enfin, c'est le décor du film carrément. Et non, ça s'est plutôt bien passé. C'est comme je disais, c'est un échange, c'est un travail de collaboration. Le réalisateur, il a besoin de vous pour tourner, donc non, il va pas rentrer dans un rapport de conflit. Oui. Et voilà, et à partir du moment où il y a des doutes, où il peut y avoir certaines interrogations, après il suffit d'expliquer les choses. Voilà, et d'avoir les bons arguments, et non, tout se passe bien, franchement. Il y a cette fascination du cinéma américain qui est essentielle pour la poursuite au cinéma. On parlait donc, là on avait Point limite 0, mais également Duel, et qui sont peut-être des exemples isolés de films qui sont des poursuites, qui sont devenus des films en fait finalement. Quel regard on peut avoir déjà, première question, sur cet aspect-là, d'une poursuite qui devient un film? Est-ce que c'est le rêve ultime finalement d'un cascadeur? Forcément. Ouais. Forcément, un Mad Max. Mad Max, ouais. On pense à Mad Max, on pense à tout ce genre de film, bien sûr. Bien sûr. Généralement, sur un film, on est appelé pour une ou plusieurs séquences, mais on fait pas la durée du film. Donc c'est toujours frustrant de devoir quitter une équipe de tournage. Et ouais, moi, je vais pas vous dire que ça peut être. Enfin, après, ça dépend du projet aussi. Enfin, faire de la poursuite pour de la poursuite, non, faut vraiment qu'il y ait un intérêt au scénario, une histoire à raconter. Sinon, c'est pas. Ouais, c'est vrai que personne s'y retrouvera, autant le professionnel que le spectateur. Thomas, éventuellement, si tu as une question sur un peu comme le pendant de la question de tout à l'heure, mais quand on a participé à un film et qu'on voit le film fini, est-ce qu'il y a eu des déceptions? Ça peut arriver, oui, bien sûr. Est-ce que c'est en se disant mince, nous on a donné pas mal dessus et ça rend pas aussi bien. Déjà, ouais, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des scènes qui sont pas montées. Ah oui, j'avais pas pensé comme ça. Oui, voilà, effectivement, ouais. Il y a déjà cet aspect-là, des scènes qu'on tourne mais qui sont pas montées. Des prises peut-être également. Des prises, ouais, c'est ça. Enfin, des prises, non, mais des scènes coupées entièrement, quoi. Des scènes coupées entièrement ou des prises pas montées où on a tout donné, on a pris des risques. Ouais. Et là, oui, on a de la frustration, peut-être pas jusque là, mais on est un petit peu déçu, ouais. Et après, on maîtrise pas non plus le produit fini. Donc, sur l'angle abordé pour monter les scènes tournées, oui. Est-ce qu'on aurait fait autrement? Peut-être, oui. Et donc, des fois, il peut arriver qu'on soit déçu. Ouais. Ça vous arrive d'appuyer une prise plutôt qu'une autre, ou un angle de vue plutôt qu'un autre auprès d'un cinéaste ou d'un monteur? Grégory nous disait quand il était venu qu'il avait eu la chance de voir le monteur pour un film de Jean-François Richet. Il lui avait donné quelques tutos pour bien mettre encore en coordination. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est très rare. Sur le plateau, oui, on va pouvoir donner notre avis au réalisateur, lui dire celle-là, je sens qu'elle est mieux que l'autre. Après, c'est voilà, on n'a pas le. D'accord. Mais bon, en tout cas, on en prend beaucoup. Il va nous rester une petite minute. On voulait vous poser la question puisqu'on se l'est posé également. Comment on peut vous demander en une minute comment voir l'avenir de ces poursuites au cinéma, parce qu'on a entendu beaucoup de vieux films des 60 et 70. On a parlé de Bebel dans les années 80. On a parlé des productions des années 2000. Mais l'avenir, les voitures électriques, on a un peu abordé le sujet. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour ces poursuites de voitures au cinéma? Je pense, oui. Après, c'est déjà des histoires à raconter. Donc, oui, tant qu'on racontera des histoires au cinéma, il y aura toujours des films où il y aura des poursuites dedans. Après, il va falloir s'habituer justement aux nouvelles technologies. Notamment, on en parlait de la voiture électrique. Et voilà, mais pourquoi on n'y arrive pas? Oui, c'est un métier qui est en plein renouvellement. Oui, bien sûr, on en parlait. C'est pas un métier. Non, c'est un métier qui vit avec son temps. On s'adapte aux nouvelles techniques de prise de vue. On s'adapte à l'évolution de la voiture et il n'y a pas de raison que ça s'arrête demain. Oui, encore une fois, pour cette émission, c'est concentré pour les voitures, mais évidemment, il y a plein d'autres véhicules en dehors des voitures qui peuvent. Bien sûr. Quand on parle véhicules, c'est voitures, camions, motos, Trottinette aussi. Ou balayeuse. Est-ce qu'il y a un gros moteur sur une balayeuse d'ailleurs?
C'est étonnant comme véhicule, ça accélère très fort. Et ça s'arrête très vite aussi. Après, ça n'a pas une vitesse de pointe exceptionnelle. Ouais. Bon, en tout cas, on était très content de parler de poursuites au cinéma avec vous, des poursuites dans les films d'action, dans les comédies, dans les vieux films, dans tous les films qui nous ont plu. Merci, un grand merci d'avoir participé à notre émission. 1 heure de route quand même, et puis il faut repartir en Montargis derrière. Donc on a dit, on a le pire bilan carbone de toute la radio française aujourd'hui. Ne me le mettez pas sur le dos, s'il vous plaît. Non, c'est trop tard. Fallait venir avec une voiture électrique. En tout cas, comme disait Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Et Vianney également. Je m'en vais. C'était donc une émission consacrée aux poursuites et cinéma. Vous la retrouverez en podcast sur RCF Loiret. Vous écoutez rcf.fr. La semaine prochaine, BD et cinéma. On va parler notamment du festival Bulle-en-Val, on accueillera le directeur du festival et Stanislas Gros, un dessinateur orléanais. Pour le coup, il n'a pas trop de chemin. Un grand merci encore une fois à notre invité David Julienne. Et écoutez, on vous retrouvera dès la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir. Bisous. Et mes larmes et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes